Bonjour Myriam. Bonjour Rachid. On va parler de e-santé au Maroc, c'est une innovation. Et d'abord, on va expliquer ce que c'est l'e-santé, Oui. ce nouveau mot. Et donc, c'est la santé, tout simplement, qui se digitalise. Et le Maroc veut en faire un levier stratégique. C'est tout l'enjeu de l'International e-Health Forum, ouvert hier à Casablanca et rapporté par le desk. L'e-santé, c'est la téléconsultation, les dossiers médicaux connectés, l'IA appliquée à la prévention, mais surtout la possibilité d'un système plus rapide, plus équitable et moins saturé. Et pour cela, l'État mise sur des infrastructures souveraines, data center à Dakhla et Rabat, cybersécurité renforcée, et bientôt une direction générale de l'IA dédiée à coordonner l'ensemble de ces politiques. Exemple concret aussi mis en avant par les Échos, la plateforme DocLine qui souhaite se déployer au Maroc, déployer un modèle de virtual care avec plus de 10 ans d'expérience en Espagne. La plateforme accompagne les professionnels de santé dans leur transformation digitale, consultation à distance, gestion complète des parcours, ordonnance digitale ou encore passerelle de paiement intégrée, un déploiement stratégique au moment où le Maroc vit un tournant majeur. Près de 30 millions de Marocains sont désormais couverts par l'AMO, contre moins de la moitié avant la réforme. Une avancée historique, mais qui intensifie mécaniquement la pression sur un système encore frappé par la pénurie de médecins et de fortes inégalités territoriales. C'est là que l'analyse du 360 devient essentielle. Pour l'Arbi Jaidi, senior fellow au Policy Center for the New South, le modèle marocain ne peut se réduire à la construction d'infrastructures. Le défi est systémique, désengorger les CHU saturés et renforcer les soins de proximité. Car malgré une hausse historique du budget de la santé avec plus de 65% entre 2021 et 2025, les tensions persistent. Aujourd'hui, on a moins d'un lit pour 1000 habitants, 60% des dépenses à la charge des ménages, un besoin massif de médecins et d'infirmiers. En somme, entre digitalisation, montée en puissance de l'AMO et chantier hospitalier d'envergure, une question essentielle demeure: comment construire un système capable d'absorber la demande et de soigner mieux partout et surtout pour tous. Les pays africains souhaitent stimuler l'investissement privé grâce à une stratégie commune. Et Rabat accueille, on le sait, cette semaine la 6e édition de l'Africa Investment Forum, le grand rendez-vous de la BAD et des acteurs financiers du continent. Média 24 rappelle l'ampleur du défi. Il faudra mobiliser 1300 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour atteindre les ODD. Pourquoi un tel enjeu ? Parce qu'un basculement est en cours. L'Afrique représente 170 milliards de dollars d'opportunités annuelles en infrastructure. Une population qui atteindra 2,4 milliards d'habitants en 2050 et surtout un continent devenu pivot stratégique dans les chaînes de valeur mondiales. Et avec la ZLECAf, on le sait, les investisseurs pourront désormais accéder à un marché continental unique où les projets transfrontaliers et les hubs logistiques deviennent des moteurs d'industrialisation et d'intégration régionale. Mais le financement reste le principal verrou. À l'ouverture du forum, le président de la BAD, Sidi Ould Taha, a insisté sur la nécessité d'une meilleure synergie entre fonds souverains, assurances, bourses africaines et fonds de pension, rapporte l'économiste. Selon lui, 4 priorités s'imposent: mobiliser massivement les capitaux, réformer l'architecture financière africaine, transformer la démographie en moteur économique et enfin investir dans des infrastructures résilientes. Et le brief détaille les résultats de ces stratégies à travers l'exemple de certains pays présents. Avec la modernisation du Code des investissements en Côte d'Ivoire, cela a permis de doubler la part des investissements privés dans le PIB, passé de 10 à 20% depuis 2012. Et en Guinée, le gigantesque projet minier et logistique de Simandou, financé à près de 20 milliards de dollars, illustre la puissance des investissements privés, investissements qui ont aussi permis l'inauguration d'un chemin de fer de 650 km, un port polyvalent et une croissance attendue au-delà de 7%. Un message donc traverse ce sommet: le continent ne manque ni d'opportunités ni de projets, mais de capitaux prêts à transformer l'Est. La presse se demande aussi comment trouver des solutions pour contenir la pollution des océans provoquée par le trafic maritime. Et par exemple, on ne le savait pas, moi je ne le savais pas, mais je l'ai appris grâce à la presse, le trafic maritime perturbe par exemple des éléments de la nature comme les nuages. En effet, une étude de Géo révèle que depuis les attaques des Houthis qui ont détourné des centaines de navires hors de la mer Rouge, l'afflux de bateaux dans l'Atlantique Sud a permis aux scientifiques d'observer directement l'impact du trafic sur l'atmosphère. Le résultat est saisissant. Avant 2020, les carburants très chargés en soufre blanchissaient les nuages en créant de minuscules gouttelettes capables de réfléchir davantage la lumière du soleil. Une sorte de parasol artificiel qui masquait jusqu'à un tiers du réchauffement dans certaines régions
région. Et depuis la nouvelle réglementation de l'organisme maritime international de 2020, les carburants ont été nettoyés et l'effet s'est effondré de 67%. Traduction, car il en faut, je pense, la pollution baisse, mais les nuages ne jouent plus autant leur rôle de bouclier. Et en parlant de carburant vert, d'après les Échos, Singapour, premier port mondial pour le ravitaillement des navires, annonce qu'à partir de 2026, il délivrera des licences de ravitaillement au méthanol vert. C'est un carburant marin produit à partir de CO2 recyclé et d'hydrogène vert. Ses avantages, jusqu'à 65% d'émissions carbone en moins. C'est donc une étape stratégique pour contenir un secteur responsable d'environ 3% des émissions mondiales. Et autre surprise aussi, l'Agence internationale de l'énergie atomique n'agit pas seulement dans le domaine nucléaire. Avec son initiative NUTEC Plastique citée par le site de l'agence, elle propose une réponse très innovante à la pollution plastique, utiliser des techniques nucléaires pour détecter les microplastiques, même invisibles, et recycler des déchets plastiques et en faire des matériaux utiles. Aujourd'hui, plus de 100 laboratoires sont connectés pour surveiller les océans et 400 scientifiques ont été formés, une chance pointue au service de solutions très concrètes. Et puis, il y a les solutions qui ne nécessitent ni satellite ni laboratoire. À Saint-Brandon, archipel isolé dépendant de l'île Maurice, raconté par la première, 9 bénévoles ont ramassé 3,6 tonnes de plastique en 2 jours, des déchets portés par les courants qui finissent dans le ventre des tortues, des oiseaux marins et des baleines, parfois mortels dès quelques fragments ingérés. Parfois, la lutte contre la pollution tient aussi à ça, des mains, du temps et de la volonté. Une volonté de ne pas laisser l'océan se remplir de notre indifférence. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 27 novembre 2025. Quel autre 27 novembre? C'était pas forcément un jeudi, avez-vous retenu dans l'histoire? Alors, je vous emmène au 27 novembre 1895. À son bureau, Alfred Nobel, inventeur solitaire, chimiste brillant et créateur de la dynamite, s'apprête à bouleverser l'histoire. Son stylo trace quelques lignes sur un simple feuillet plié en deux. Dans ces quelques feuilles, Nobel écrit sa volonté la plus audacieuse dans un testament. Son souhait, léguer l'essentiel de sa fortune pour récompenser chaque année celles et ceux qui feront avancer l'humanité. Physique, chimie, médecine, littérature, paix, les futurs prix Nobel venaient de naître dans le silence d'une nuit d'hiver. Mais son idée dérange. À sa mort, en 1896, il faudra 3 ans de débats, de résistance familiale et de négociations pour que son testament soit enfin appliqué. Et c'est seulement en 1901 que les premiers prix Nobel seront remis. Plus d'un siècle plus tard, ce manuscrit fragile, longtemps conservé dans un coffre, a été exposé pour la première fois au musée Nobel de Stockholm en 2015, il y a bientôt 10 ans. Un testament qui traduit l'une des plus grandes idées de l'histoire moderne, transformer la richesse individuelle en reconnaissance collective du progrès humain. Et si c'était cela, finalement, la trace que chacun veut laisser, non pas ce que l'on possède, mais bien évidemment ce que l'on transmet. Merci beaucoup, Mariam Kokaina. Ça fait toujours du bien, un petit peu d'histoire.